Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre chapitre qui s'intitule Les arbres binaires de recherche. Je vous rappelle que c'est le 9e chapitre du module de la programmation C avancée. Le plan de ce chapitre est le suivant. D'abord, nous allons commencer par une définition d'une arborescence ou bien d'un arbre. Ensuite, nous allons parler d'un ensemble de vocabulaire et de propriétés qui concernent les arbres. Après, nous allons parler des arbres binaires de recherche, ou bien en abréviation, on les appelle ABR. Les ABR sont un cas particulier des arbres. Ensuite, nous allons voir l'usage des arbres, c'est-à-dire dans quel cas on va utiliser le type de structure de données arbre. Et puis, les traitements qu'on peut appliquer sur les arbres binaires de recherche. Le premier point est la définition de l'arborescence. Donc une arborescence est une collection de nœuds qui sont reliés entre eux par des arcs. Une arborescence est une structure de données qui contient un ensemble de nœuds ou bien une collection de nœuds et ces nœuds-là sont reliés par des arcs. Les arcs, c'est comme un lien ou bien un trait qui relie les différents nœuds. Donc regardez ici, vous avez une arborescence qui contient un ensemble de nœuds. Vous avez le nœud B, le nœud E, le nœud F, le nœud H et le nœud I. Ce sont des nœuds d'une arborescence. Et ces différents nœuds sont reliés par des arcs. Voilà, entre le B et le E, il y a un arc, c'est-à-dire il y a un chemin pour aller de B à E, un autre chemin pour aller de E à H et de E à I et de B à F. Alors, une arborescence contient un nœud particulier qui s'appelle R et il est appelé racine. Donc, le nœud particulier d'une arborescence, c'est la racine de l'arbre. Voilà, ici, la racine de cette arborescence, c'est le nœud B. Ensuite, du nœud racine, on a une séquence de sous-arborescences de racines respectives R1, R2, ainsi de suite jusqu'à RK. Donc là, on a un ensemble de sous-arborescences. Voilà la sous-arborescence qui a la racine R1, la sous-arborescence qui a la racine R2, la sous-arborescence qui a la racine R3 et la sous-arborescence qui a la racine R4. C'est bon? Donc là, vous avez la racine de toute l'arborescence, c'est R, et puis vous avez un ensemble de sous-arborescences qui ont eux aussi des racines respectives, R1, R2, R3 et R4. Ensuite, la racine R, c'est-à-dire celle-là, c'est le B, est reliée au RI, c'est-à-dire aux sous-racines des sous-arborescences, par des arcs orientés du haut en bas, ou bien de R vers RI. Donc, entre la racine principale de l'arborescence et les sous-racines, vous avez des arcs, c'est-à-dire un lien, qui est orienté du haut en bas. C'est-à-dire, vous allez dire que de B à E, j'ai un arc qui va de B à E. C'est-à-dire le chemin, il a un seul sens, du haut vers le bas. Ensuite, vous avez un autre chemin de E à H. De H à E, vous n'avez pas ce chemin-là. Donc, vous avez toujours les chemins qui partent du haut vers le bas. Aussi, j'ai un chemin qui part de E vers le I. Aussi, j'ai un autre chemin qui va de B à F. Donc, l'orientation des arcs est toujours du haut vers le bas. Maintenant, nous allons parler d'un ensemble de propriétés de vocabulaire qui travaillent ou bien qui accompagnent le traitement des arborescences. Donc, j'ai ici une arborescence qui a une racine. La racine, c'est le nœud qui a la valeur A. Ça, c'est la racine de toute l'arborescence. Ensuite, vous avez des RI. Donc, les RI B, C et D sont les fils de la racine de l'arborescence. Donc, regardez ici sur la figure, vous avez
la racine B, la racine C et la racine D, qui sont tous des fils de la racine de l'arborescence A. Ensuite, les fils du nœud G sont, voilà le nœud G, ces fils sont J, K, L, M et N. Ok, ces 5 nœuds-là sont les fils du nœud G. Et puis, le père de J est G. Voilà, si je prends le nœud J, je vais dire que son père, c'est le G. Donc là, vous allez remarquer qu'il y a une relation de père-fils. Donc celui-là est le père de ces 5 nœuds et chacun de ces nœuds-là est le fils du nœud G. Ensuite, les nœuds qui n'ont pas de fils sont appelés feuilles. Donc les nœuds qui n'ont pas de fils s'appellent des feuilles. Donc les feuilles de cette arborescence sont les suivantes. Donc on va chercher les nœuds qui n'ont pas de fils. Donc là, le H, il n'a pas de fils. Donc c'est une feuille. Le I aussi, le F aussi, le C, le J, le O, le P, le Q, le L, le M et le N. Ce sont tous des feuilles de l'arborescence parce que ces nœuds-là n'ont pas de fils, c'est-à-dire ils n'ont pas de descendants. Une séquence de nœuds partant du nœud A en suivant l'orientation des arcs jusqu'au nœud P s'appelle un chemin de A à P. Donc là, il y a une séquence de nœuds. Par exemple, pour aller de A jusqu'à P, donc là, je veux dire qu'il y a un ensemble d'arcs qui se trouve sur le chemin. Et là, on parle du chemin pour aller de A jusqu'à P. Voilà, pour aller de A jusqu'à P, je dois suivre l'arc A1 pour aller à D, et puis l'arc A2 pour aller à G, et puis l'arc 3 pour aller à K, et puis l'arc 4 pour aller à P. Voilà, donc ça, on parle du chemin d'un nœud A vers un nœud P. Ensuite, il y a une autre notion, c'est la longueur d'un chemin. La longueur d'un chemin. Donc la longueur d'un chemin est le nombre d'arcs sur le chemin. Donc la longueur du chemin pour aller de A à P correspond au nombre d'arcs qui se trouvent sur le chemin. Donc voilà le premier arc, voilà le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc la longueur du chemin pour aller de A jusqu'à P est égale à 4 parce que je dois parcourir 4 arcs pour aller à P. Par exemple, si je veux aller de A à I, donc là aussi je vais compter le nombre d'arcs sur le chemin. Donc je vais aller à B, le premier arc, de B à E, le deuxième arc, et de E à I, le troisième arc. Donc la longueur du chemin pour aller de A à I est égale à 3, est égale au nombre d'arcs qui se trouvent sur le chemin. Ensuite, il existe exactement un seul chemin de la racine à chaque nœud de l'arborescence. Donc là, pour aller à un arc quelconque, à un nœud quelconque, il y a uniquement un seul chemin pour y aller. Par exemple, si je veux aller à F, donc je dois absolument passer à P et puis de P à F. Il n'y a pas plusieurs chemins pour aller à F, il y a un seul et unique chemin. Par exemple, à M, si je veux aller à M, donc je dois absolument passer par D, le G et puis le M. Il n'y a pas un autre chemin pour aller à M. D'accord? Donc il y a un seul et unique chemin pour aller à n'importe quel nœud dans l'arborescence, à partir bien sûr du nœud racine. Ensuite, donc après la longueur d'un chemin, il y a la notion de la hauteur d'un nœud. Donc la hauteur d'un nœud est la longueur du plus long chemin partant de ce nœud et aboutissant à une feuille. Voilà des exemples. Donc les hauteurs respectives des nœuds B, C et D sont 2, 0 et 3. Voilà, donc la hauteur d'un nœud, par exemple le B, je vais compter combien de nœuds se trouvent ou bien existent pour aller à une feuille.
Donc là, de B pour aller à la feuille H, je dois avoir ou bien passer par deux arcs. Donc de B à I, là aussi deux arcs. Et de B à F, il y a un seul arc. Donc si on revient à la définition, donc la hauteur d'un nœud est la longueur du plus long chemin. Donc je vais choisir le plus long chemin. Ici j'avais 2, 2 et 1, donc je vais prendre le 2. Donc la hauteur du nœud B est égale à 2. Maintenant on va passer à C. Donc C, c'est une feuille. Donc j'ai pas d'arc ou bien de nœud qui viennent après. Donc sa hauteur est égale à 0. Encore pour le D. Donc pour aller du nœud D au nœud feuille ou bien aux feuilles. Par exemple, si je veux aller à J, je dois passer par 2. Donc là, je vais passer par deux arcs. Pour aller à O, à P ou bien à Q, je dois passer par trois arcs. Pour aller à L, M ou N, je dois passer par deux arcs. Donc là, j'ai deux longueurs, j'ai 2 et 3. Donc je vais prendre la plus longue, le plus long chemin, c'est-à-dire je vais prendre 3. Donc la hauteur du nœud D est égale à 3. Ensuite, il y a la hauteur de l'arborescence. Donc pour parler de la hauteur de toute l'arborescence, donc je vais chercher la hauteur de sa racine, c'est-à-dire la racine A. Donc la hauteur de la racine A. Donc je vais prendre le plus long chemin pour aller à une feuille. Donc là, j'ai 3, pour F, j'ai 2, pour aller à C, j'ai 1, pour aller à J, L, M ou N, j'ai 4, et pour aller à O, P ou bien Q, j'ai 4 arcs à parcourir. Donc là, je vais choisir le plus long chemin, c'est-à-dire il est égal à 4. Donc la hauteur de la racine ou bien de l'arborescence est égale à 4. Ensuite, il y a une dernière notion, c'est la notion de l'arité, l'arité d'un nœud. Alors l'arité d'un nœud, c'est le nombre de ses fils. Par exemple, si je prends le nœud K, l'arité de K est égale à 3. C'est-à-dire je vais compter combien de fils contient un nœud quelconque. Par exemple, le A, le nombre de ses fils, c'est 3. Pour le G, il a 5 fils. Donc l'arité de G, c'est 5. D'accord? Donc l'arité veut dire le nombre de fils d'un nœud. Alors maintenant, nous allons parler d'un cas particulier des arbres binaires de recherche. Pardon, un cas particulier des arbres qui s'appelle les arbres binaires de recherche. Donc, comme vous l'avez remarqué ici, vous allez trouver que, euh, par exemple, le nœud A, il a 3 fils. Celui-là, il a 5. Donc, dans le cas où on va traiter des arbres dont le nombre de fils n'a pas une limite ou bien n'est pas fixé, n'a pas une valeur fixe, dans ce cas-là, il est difficile de traiter des données avec les structures de données de type arbre. C'est pour cette raison on a créé un type d'arbre qui respecte un certain nombre de règles et qui nous permet de faciliter les traitements des données avec la structure de données arbre. Donc, un arbre binaire de recherche est une arborescence binaire représentée sous une forme chaînée et chaque nœud de l'arbre contient un ou bien plusieurs champs donnés, deux champs droit et gauche qui sont des pointeurs vers les deux fils du nœud. Et finalement, il y a un champ pair qui est optionnel et c'est un pointeur vers le pair du nœud. Donc je reviens, une arborescence ou bien un ABR est une arborescence binaire. Alors binaire veut dire que chaque nœud contient au maximum deux fils. Donc binaire veut dire 2. Donc je vais supposer que un nœud contient au maximum deux fils. Il peut avoir deux fils, un fils ou bien zéro fils.
Alors, cette arborescence est représentée sous une forme chaînée et chaque nœud de l'arbre contient un ou bien plusieurs champs donnés. Donc, c'est le type de données que je vais gérer. Si par exemple je veux gérer des entiers, donc je vais avoir un seul champ de type int. Si je veux gérer par exemple des personnes, chaque personne a un numéro, un nom et un prénom, donc je vais avoir trois champs de type données. D'accord? Donc la partie de données concerne ou bien dépend des types d'informations que je souhaite gérer. Ensuite, il y a deux champs droit et gauche. Alors ces deux champs-là, ce sont des pointeurs vers les deux fils du nœud. Donc là, comme on l'a dit tout à l'heure, un ABR, c'est un arbre binaire de recherche, c'est-à-dire il contient au maximum de fils. Et bien sûr, ces deux fils-là, je vais les différencier par leur nom. Je vais supposer qu'il y a un fils droit et il a un fils gauche. Ok, chaque fils, il porte un nom. Donc il y a le fils droit qui se trouve dans la partie droite et il y a un fils qui se trouve dans la partie gauche du nœud. Et bien sûr, ce sont des variables de type pointeur. Aussi, il y a un champ pair et ce champ-là, il est optionnel, donc il n'est pas vraiment obligatoire pour définir la structure d'un nœud d'une arborescence. Et c'est un pointeur vers le pair du nœud. Donc chaque nœud, il a deux fils, gauche et droit, et il a un pair. Aussi, il a un ensemble de valeurs. Cela dépend des types de données qu'on souhaite gérer. Voilà une note. Lorsque les nœuds droit ou gauche sont vides, les champs correspondants valent nul. Donc si par exemple un nœud quelconque n'a pas de fils droit ou bien de fils gauche, donc les valeurs respectives de droit et gauche sont égaux à nul. Donc ce sont des pointeurs, donc ils ne contiennent pas de valeur, donc ils sont vides et ils contiennent la valeur nulle. Alors le nœud racine est le seul pour lequel le champ pair est nul. C'est tout à fait normal. Donc la racine de l'arborescence, donc avec le nœud, n'a pas de pair. Donc il n'a pas de pair. Donc la valeur du champ pair est égale à nul. D'ailleurs, c'est le seul nœud qui n'a pas de pair. Tous les nœuds de l'arborescence ont un pair. Alors, en plus de ça, l'ABR possède une propriété fondamentale sur les valeurs des nœuds fils. Donc, il y a une propriété à respecter lors de l'utilisation des arts binaires de recherche. Je vais vous donner un exemple. Alors, soit X un nœud quelconque d'un ABR. Voilà le nœud X, c'est un nœud d'une arborescence. Pour tout nœud Y du sous-arbre gauche de X, voilà le sous-arbre gauche de X, c'est-à-dire le fils gauche de X, la valeur de Y est inférieure ou égale à la valeur de X. Donc, supposons que dans le nœud X, j'ai la valeur 5. Donc, la valeur de Y, c'est-à-dire le fils gauche de X, la valeur de Y doit être inférieure ou égale à la valeur de X. Ok, la valeur du fils gauche doit être inférieure ou égale à la valeur de la racine ou bien du nœud pair. Aussi, et pour tout nœud Z du sous-arbre droit de X, voilà le nœud Z qui est le fils droit de X. Donc la valeur de Z doit être supérieure ou égale à la valeur de X. Voilà ici par exemple le Z contient la valeur 10, donc cette valeur doit être supérieure ou égale à la valeur de X. Alors je reprends. Donc là j'ai une partie d'une arborescence, j'ai le nœud racine, c'est-à-dire le père, et j'ai fils gauche et le fils droit. Alors la particularité qui concerne les arbres binaires de recherche se trouve au niveau des valeurs que je vais traiter dans cette arborescence. Donc la valeur du fils gauche doit être inférieure à la valeur du nœud racine et la valeur du fils droit doit être supérieure à la valeur du nœud racine.
Donc ça, c'est une propriété à respecter lorsqu'on traite les données avec les arbres binaires de recherche. Voilà un exemple. Donc sur cet exemple, vous avez deux arbres binaires de recherche. Donc là, on va vérifier s'il s'agit d'un arbre binaire. Donc on a dit qu'un arbre binaire doit contenir au maximum, ou bien chaque nœud doit contenir au maximum deux fils. Donc on va voir ici, voilà le 6, il contient au maximum deux fils. Il y a le 3, il y a le 7. Venons ici, pour le 3, il contient au maximum deux fils. C'est bon. Et pour le 7, il contient un seul fils. C'est bon. Donc on a dit que chaque nœud doit contenir au maximum deux fils. C'est-à-dire il peut ne pas contenir de fils, il peut contenir un seul ou bien deux. Donc l'arbre A est un arbre binaire de recherche. Donc voilà pour la première question, c'est est-ce que chaque nœud contient au maximum de fils? La deuxième contrainte, c'est sur les valeurs. Il faut que la valeur du fils gauche doit être soit inférieure à la valeur de la racine et la valeur du fils droit doit être supérieure à la racine. Donc on va vérifier ceci. Donc voilà ici le 6. Donc tous les nœuds qui se trouvent à gauche, ils ont une valeur inférieure à 6. Ok? Là aussi, le 3, toutes les valeurs qui se trouvent à gauche sont inférieures à 3 et toutes les valeurs qui se trouvent à droite sont supérieures à 3. Donc cette partie-là, elle correspond ou bien elle répond aux critères des APR. On va voir la partie droite. Donc j'ai le 7 et le 8. Leurs valeurs sont supérieures à 6. C'est bon. Là aussi, j'ai le 8 qui est supérieur à 7. Donc la figure A représente un arbre binaire de recherche. Voilà le deuxième exemple. Le nœud racine contient la valeur 2. Donc je vais voir est-ce que la partie droite, ou bien toutes les valeurs que j'ai ici sont supérieures à 2. C'est bon, c'est juste. Je peux prendre le 3. Est-ce que toutes les valeurs qui se trouvent à droite sont supérieures à 3? C'est juste aussi. Pour le 7, est-ce que les valeurs qui se trouvent à droite sont supérieures à 7? C'est bon. Est-ce que les valeurs qui se trouvent à gauche sont inférieures à 7? Oui, le 5 et le 6 sont inférieurs à 7. Et puis le 6, est-ce que la valeur qui se trouve ici, est-ce qu'elle est inférieure à 6? C'est juste. Voilà le critère sur les valeurs. Maintenant, on va voir le nombre de fils. Pour le 2, il a uniquement un seul fils, c'est le 3. C'est bon. Pour le 3, il a un seul fils droit. C'est bon. Pour le 7, il a deux fils, 6 et 8. C'est bon. Et pour le 6, il a un seul fils. Donc là aussi, le B représente un arbre binaire de recherche. D'accord? Alors, si vous avez fait la remarque, vous allez trouver que les deux exemples d'arbres binaires de recherche possèdent la même collection de valeurs. Donc, vous avez ici le 2, le 3, le 5, le 6, le 7 et le 8. Et là aussi, vous avez les mêmes valeurs. Donc là, il y a une question qui se pose. Puisqu'on a les mêmes valeurs, pourquoi on a deux arbres binaires de recherche différentes? Donc là, pour la réponse, elle concerne, ou bien elle dépend de l'ordre d'insertion des nœuds dans l'arbre. Donc là, le premier nœud qu'on a ajouté dans l'arborescence A, c'est le 6. Puis on a ajouté le 3, puis le 7, le 2, le 5, le 8. Et là, le premier nœud qu'on a ajouté, c'est le 2. C'est pour cette raison, il est ajouté à la racine de l'arborescence. Puis on a ajouté le 3, puis le 7, puis le 8, etc. Donc l'ABR résultat, ou bien l'arbre binaire de recherche résultat, dépend de l'ordre d'insertion des nœuds dans l'arborescence. Maintenant, on va parler de l'usage des arbres binaires de recherche, c'est-à-dire dans quel cas on peut utiliser les arbres pour gérer les données. Donc, on a déjà parlé de l'utilisation des piles, des fils, des listes simplement chaînées. Donc, il y a pour utiliser chaque type de structure de données, donc il y a certains critères à vérifier avant. Et là aussi, pour utiliser les arbres, on ne peut pas les utiliser dans n'importe quel contexte. Mais on doit utiliser les arbres lorsqu'on va traiter les données de manière hiérarchique.
Donc, si vous avez des données dans la représentation hiérarchique, donc il est préférable d'utiliser les arbres pour représenter ces données. Je vous donne ici quelques exemples de représentation hiérarchique. Par exemple, le découpage d'un livre. Voilà, j'ai un livre. Donc, un livre contient des parties, partie 1, partie 2 par exemple, et dans chaque partie, j'ai des chapitres, et dans chaque chapitre, j'ai des sections, et dans chaque section, j'ai des paragraphes. Ok, dans chaque paragraphe, j'ai des phrases, etc. Donc là, si vous voulez gérer des données dont la représentation peut être faite de manière hiérarchique, donc là, vous pouvez penser à utiliser les arbres binaires de recherche pour gérer ce genre de données. Aussi, il y a un autre exemple, c'est la hiérarchie des répertoires. Par exemple, vous pouvez avoir des dossiers. Dans chaque dossier, vous avez des sous-dossiers. Et dans chaque sous-dossier, vous avez des fichiers, etc. Ok, donc vous allez penser à utiliser la structure de données de type arbre si les données que vous allez traiter sont ou bien ont une notion ou bien un caractère hiérarchique. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer au traitement sur les arbres binaires de recherche. Donc on ne peut pas traiter les arbres dans un cas général, mais on peut manipuler uniquement les types d'arbres qui s'appellent les arbres binaires de recherche. Alors le plan de cette partie est le suivant. Nous allons traiter un arbre binaire de recherche qui contient des entiers. Donc là, c'est uniquement pour simplifier l'étude. Vous pouvez traiter un arbre d'entiers, un arbre qui contient des structures, par exemple, structure personne avec un numéro, nom, prénom. Une structure produit, par exemple, qui contient la désignation du produit, le code du produit, le prix d'achat, le prix de vente, etc. Donc, le type d'arbre dépend du type de données que vous allez traiter. Alors, pour le premier point, nous allons déclarer un nœud d'un arbre binaire de recherche. C'est tout à fait normal. Un arbre contient un ensemble de nœuds, donc il est nécessaire de déclarer un nœud de cette arborescence. Ensuite, nous allons créer la racine de l'arbre. Donc, avant tout traitement, il faut créer la racine de l'arborescence. Puis, on va voir comment insérer un nouveau nœud dans un arbre binaire de recherche. Après, on va rechercher un nœud dans un arbre binaire de recherche. Et finalement, nous allons afficher les nœuds d'un ABR. Et là, nous allons voir deux modes de parcours des nœuds d'un arbre binaire de recherche. Nous allons commencer par le premier point qui est la déclaration d'un nœud d'un ABR. Donc là aussi, on va utiliser une structure. Donc dans cette structure, on va utiliser type def pour créer un synonyme. Alors la structure s'appelle nœud, c'est-à-dire un nœud d'une arborescence. Du moment que notre arbre contient des entiers, donc on aura un champ valeur de type int. Puis il y a un champ pair qui est un pointeur sur la structure d'un nœud. Et puis il y a un champ gauche qui représente le fils gauche de ce nœud-là. Et puis droit qui est un pointeur qui représente le fils droit du nœud. Et puis on peut créer un synonyme de cette structure en gardant le même nom, c'est-à-dire nœud. Donc voilà à droite la représentation de la structure d'un nœud. Donc voilà, il contient 4 champs. Il y a le champ valeur de type int. Il y a le champ pair, c'est un pointeur vers le nœud pair. Aussi gauche qui est un pointeur vers le fils gauche de ce nœud-là. Et puis droit qui représente un pointeur vers le nœud qui est le fils droit du nœud racine. Donc là, vous allez remarquer que j'ai mis optionnel à côté de pair.
Donc là, j'ai ajouté le mot optionnel pour dire que le pointeur vers le nœud pair n'est pas vraiment nécessaire. Donc, le pointeur vers le nœud pair est optionnel. Il sert simplement à simplifier l'écriture et la complexité de certains algorithmes. Donc, on peut avoir la représentation de la structure d'un nœud avec l'ajout du nœud pair, comme on peut avoir la structure d'un nœud sans l'utilisation du nœud pair. Donc, le nœud pair est optionnel. Donc là, pour simplifier l'écriture de la structure d'un nœud, on va utiliser la représentation suivante. C'est-à-dire, on va avoir un champ valeur, puis le champ gauche, c'est-à-dire le fils gauche, et un champ droit. D'accord? Donc, on ne va pas utiliser le nœud pair puisque il n'est pas vraiment nécessaire pour les traitements qu'on va appliquer. Alors ensuite, nous allons passer au deuxième point qui est la création de la racine d'un arbre binaire de recherche d'entier. Alors la création de la racine d'un ABR d'entier revient à donner des valeurs initiales aux différents champs de la structure nœud. Donc la structure d'un nœud contient le champ valeur, le pointeur gauche et le pointeur droit. Donc la création de la racine revient à donner à chaque champ une valeur correspondante. Par exemple, je vais donner la valeur n au champ valeur. Alors, je vais donner la valeur nulle au champ gauche, du moment que j'ai uniquement un seul nœud, je n'ai pas ni fils gauche ni fils droit. Donc, les champs correspondants, gauche et droit, vont avoir la valeur nulle. Alors, voilà ici les étapes à suivre pour créer la racine d'un ABR d'entier. Donc, au début, il faut déclarer et allouer la mémoire pour le nœud racine. C'est tout à fait normal. Il faut déclarer le nœud et puis lui allouer la mémoire. Ensuite, on doit mettre le nombre que l'on veut ajouter dans le champ valeur. C'est-à-dire, dans le champ valeur, je vais mettre la valeur que je souhaite ajouter. Et puis, je vais mettre les pointeurs gauche et droit à nul. Au départ, il y a un seul nœud. Donc, j'ai uniquement ce nœud-là. Donc, je n'ai pas de fils gauche ni de fils droit. Donc, je vais mettre dans les deux champs gauche et droit la valeur nulle. Et finalement, je vais retourner la racine de l'arbre. C'est-à-dire, je vais retourner la racine que je viens de créer. Donc, voilà le code correspondant à la création de la racine. Donc, la fonction s'appelle créer nœud, qui demande en entrée la valeur n du champ valeur. Et puis, je vais retourner un pointeur sur la variable nœud. Donc, ce pointeur-là, il va contenir l'adresse de la racine. Donc là, je vais déclarer une variable nœud de type pointeur sur le nœud. Donc là, vous allez trouver qu'il porte le même nom, mais il y a uniquement une différence au niveau du premier caractère. Donc la structure, bien la déclaration de la structure commence par un n majuscule. Et là, pour le nom de la variable, il y a n minuscule. D'accord, c'est ça la différence. Alors les deux variables sont différentes. Celui-là, le nœud avec n majuscule représente le type structure nœud et n, le nœud avec n minuscule représente une variable de type structure. Donc le nœud que je vais créer, donc je vais lui allouer la mémoire. Donc avec la fonction malloc, comme vous le savez, je vais mettre ici un cast parce que malloc retourne une valeur de type char étoile. Donc je vais faire un cast pour forcer la valeur de retour à être de type pointeur sur la structure nœud. Et puis je vais allouer l'espace nécessaire pour le nœud. Ça, c'est l'espace dans la structure. Ensuite, je vais accéder à chaque champ de la variable nœud et je vais lui donner une valeur initiale. Par exemple, dans le champ valeur, je vais lui donner la valeur n. Et puis, au champ gauche et droit, je vais donner la valeur nulle. Ok, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on a accédé à chaque champ de la structure
Donc notre structure contient 3 champs, valeur, gauche et droit. Donc on a accédé à chaque champ de la structure et on lui a donné une valeur initiale. Donc valeur, on lui a donné n, c'est le paramètre d'entrée. Gauche et droit, on les a initialisés à nul, du moment qu'on a uniquement un seul nœud. Et finalement, on a retourné le nœud. Donc là, vous le savez tous, on a déjà utilisé le tiret supérieur parce que la variable nœud est de type pointeur. D'accord? Alors maintenant, on va passer pour voir l'insertion d'un nœud dans un arbre binaire de recherche. Alors, pour insérer un nœud dans un ABR, il y a 3 cas de figure. Donc, on peut rencontrer 3 cas. Le premier cas, c'est la valeur du nouveau nœud se trouve déjà dans l'arbre. C'est-à-dire, on souhaite ajouter un nouveau nœud dont la valeur se trouve déjà dans l'arborescence. Le deuxième cas, c'est l'insertion d'un nœud à gauche de l'arborescence, c'est-à-dire la valeur du nœud qu'on souhaite ajouter est inférieure à la racine, c'est-à-dire on va l'ajouter à gauche. Et le troisième cas, on va insérer un nouveau nœud à droite de l'arborescence, c'est-à-dire si la valeur qu'on souhaite ajouter, ou bien la valeur du nœud qu'on souhaite ajouter se trouve, ou bien elle est supérieure au nœud racine. Donc nous allons voir le premier cas. Donc la valeur du nœud se trouve déjà dans l'arbre. Donc voilà le 4 qu'on souhaite ajouter. Donc on va remarquer que le 4 existe déjà. OK. Deuxième cas, on souhaite ajouter le 1 dans cette arborescence. Donc le bon endroit pour ajouter le 1, c'est comme un fils gauche de 2. OK. La bonne position pour ajouter le 1, c'est un fils gauche de 1. Aussi, pour ajouter par exemple la valeur 10, on doit l'ajouter comme fils droit du nœud qui contient la valeur 9. OK, parce que celle-là doit être supérieure à la racine. Donc, elle doit être ajoutée comme un fils droit. Donc, voilà l'explication comment peut-on ajouter un nœud dans une arborescence. Donc là, on va utiliser l'arborescence suivante. J'ai la racine, la variable racine, c'est la racine de l'arborescence, et puis je vais utiliser une autre variable temp qui va être initialisée à la valeur de la racine. C'est-à-dire que pour ajouter le nœud 10, je dois commencer la recherche de la bonne position pour l'ajouter à partir de la racine. Ok, c'est pour cette raison que je vais utiliser ce pointeur temporaire. Ensuite, je vais comparer le 10 avec le 5. Je vais trouver que le 10 est supérieur à 5. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher dans la partie droite. Ok, donc temp, je vais la valeur de temp va être temp droit, c'est-à-dire je vais chercher dans le fils droit de temp. Alors temp, il est là maintenant, donc je vais comparer sa valeur, le 8, avec le 10. Donc le 10 est supérieur à 8. Là aussi, je vais incrémenter temp. Donc temp va être temp droit. C'est-à-dire je vais chercher le fils droit de temp. Maintenant, je suis sur le 9. Je vais comparer le 9 avec le 10. Donc le 10, il est supérieur à 9. Donc je vais faire quoi? Je vais chercher dans le fils droit de 9. Ok, donc je vais voir que le fils droit de 9, c'est-à-dire le nœud 9 n'a pas de fils droit. Alors du moment qu'il n'a pas de fils droit, je vais faire quoi? Je vais ajouter le nœud 10 comme fils droit du nœud 9. Voilà, ça c'est la bonne position pour ajouter le nœud 10. Donc voilà les étapes à suivre pour ajouter un nœud dans une arborescence. D'abord, je vais créer un nœud et je vais lui allouer la mémoire. Ok, donc je vais ajouter un nouveau nœud et je vais lui allouer la mémoire. Ensuite, je vais rechercher de façon récursive le bon emplacement de la valeur. Donc là, pour rechercher la bonne position, je vais utiliser une fonction récursive. Puis, je vais comparer la valeur à ajouter avec la valeur de temp, comme on l'a fait tout à l'heure. À chaque fois, on va comparer la valeur qu'on souhaite ajouter, par exemple le 10, avec la valeur de temp. Au début, on la compare avec le 5, puis avec le 8, le 9, etc.
Alors là, il y a les tests qu'on peut ou bien qu'on va réaliser. Si la valeur de nouveau est inférieure à la valeur de temp, donc si la valeur qu'on souhaite ajouter est inférieure à temp, c'est le cas suivant. Donc si on souhaite ajouter la valeur de, par exemple, 1 qui est inférieure à temp, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer pour rechercher dans le fils gauche du nœud. Donc, regardez ici, si la valeur du nouveau nœud est inférieure à la valeur de temp, c'est-à-dire on souhaite ajouter un 1 et la valeur de temp est égale à 5, donc là on va rechercher dans le sous-arbre gauche, c'est-à-dire on va rechercher dans la partie gauche du nœud 5. Sinon, si la valeur du nouveau nœud est supérieure à la valeur de temp, tel le cas suivant, on souhaite ajouter le 10 et il est supérieur à la valeur de temp, dans ce cas-là, on va chercher dans la partie droite de l'arborescence, c'est-à-dire on va rechercher dans le sous-arbre gauche. Sinon, s'il n'est pas ni inférieur ni supérieur, ça veut dire qu'on a trouvé la valeur recherchée. C'est-à-dire si la valeur du nouveau nœud est égale à la valeur de temp, dans ce cas-là, on va afficher un message, la valeur existe déjà. Et dans ce cas-là, on ne va pas permettre d'ajouter un autre nœud qui porte déjà une valeur qui se trouve, ou bien qui porte une valeur qui se trouve déjà dans l'arborescence. C'est-à-dire chaque valeur doit exister ou bien doit figurer une seule fois dans l'arborescence. Alors si la valeur ne figure pas dans l'arbre, on va l'ajouter. Ok? Donc là, je vais vous donner le code correspondant qui permet d'ajouter un nouveau nœud dans une arborescence. Alors au début, je vais utiliser une première fonction qui s'appelle ajouter nœud. Dans cette fonction, je vais avoir deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la valeur n que je souhaite ajouter. Et le deuxième paramètre, c'est la racine de l'arborescence. C'est-à-dire dans quel arbre je vais ajouter ce nouveau nœud. Ensuite, je vais faire appel à la fonction créer nœud. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, on doit créer un nouveau nœud et puis lui allouer la mémoire. Donc, cette opération de création et d'allocation de la mémoire se trouve déjà dans la fonction créer nœud qu'on a déjà utilisée tout à l'heure. Donc, voilà créer nœud qui demande en entrée la valeur n qu'on souhaite ajouter. Il y a la déclaration du nœud, l'allocation de la mémoire et puis l'initialisation de chaque nœud, de chaque champ de la variable nœud. D'accord? Donc là, ce n'est pas la peine de refaire les mêmes instructions. Il suffit de faire appel à la fonction créer nœud qui va faire l'affaire. Donc là, je vais appeler la fonction créer nœud avec n en paramètre d'entrée et je vais retourner le nouveau nœud que je vais ajouter. Ok? Ensuite, je vais utiliser une deuxième fonction qui s'appelle ajout récu. Alors cette fonction-là, elle permet d'ajouter un nouveau nœud et la recherche de la position où je vais ajouter ce nouveau nœud va être faite, bien la façon elle est récursive. Alors cette fonction-là, elle demande en entrée trois paramètres. Il y a le nouveau nœud que je souhaite ajouter, il y a deuxième champ racine et le troisième champ racine. Donc là, le nouveau nœud, c'est le nœud qu'on souhaite ajouter. Deuxième champ, c'est la racine de l'arborescence, par exemple le 5 ici. Et le troisième champ, en fait, c'est un champ temporaire qu'on va initialiser à la racine. Regardez ici sur la figure. Donc là, ce champ-là, troisième champ, c'est le champ temp que je vais initialiser à la valeur de la racine. En fait, cette fonction, c'est uniquement l'appel de la fonction ajout récu. Donc, je vais l'appeler avec premier champ, c'est le nouveau nœud que je souhaite ajouter. Deuxième champ, c'est la racine de l'arborescence. Et puis, le troisième champ, c'est le pointeur temporaire que je vais initialiser lui aussi à la racine de l'arborescence. C'est-à-dire, pour ajouter un nouveau nœud dans l'arbre, je dois commencer la recherche depuis le début, c'est-à-dire à partir de la racine. Alors là, je vais vous donner le code de la fonction ajout récu qui demande trois paramètres en entrée.
le voilà. Donc ajout récu, c'est une fonction qui demande trois paramètres en entrée. Donc il y a le nouveau nœud que je souhaite ajouter. Le deuxième champ, c'est la racine de l'arborescence. Et le troisième champ, c'est le pointeur temporaire. Parce que je ne vais pas changer l'adresse de la racine, mais je vais utiliser un pointeur temporaire. C'est lui qui va se déplacer d'un nœud à l'autre dans cette arborescence. D'accord? Donc regardez ici, vous avez le nouveau nœud. Voilà la racine de l'arborescence. Et là, c'est le pointeur temporaire que je vais initialiser à l'adresse de la racine. Alors là, cette fonction, bien sûr, elle demande trois paramètres en entrée et elle retourne la racine, la nouvelle racine de l'arborescence. Alors le premier test que je vais faire, c'est si la racine est égale à nul. C'est-à-dire que si la racine de l'arborescence est égale à nul, c'est-à-dire si l'arbre est vide, je n'ai aucun nœud dans cette arborescence, dans ce cas-là, je vais retourner nouveau. Supposons que j'ai un arbre qui est vide et je souhaite ajouter un nouveau nœud dans cette arborescence vide. Donc là, je vais avoir un seul nœud. C'est le nouveau nœud que je viens de créer. Donc c'est lui qui va être la racine et c'est lui que je vais retourner. Voilà. D'accord? Donc si l'arbre est vide, c'est le nouveau nœud que je viens de créer qui va être la racine et c'est lui que je vais retourner. Sinon, donc si l'arbre n'est pas vide, je vais faire un test. Alors si la valeur que je souhaite ajouter, la valeur du nouveau nœud est égale à la valeur de temp. Dans ce cas-là, la valeur se trouve à la racine. Par exemple, je souhaite ajouter la valeur 5 et je suis là, je vais comparer la valeur 5 avec la valeur de la racine. Je vais trouver que la valeur existe déjà dans l'arborescence. Là, je vais afficher un message pour dire que la valeur existe déjà dans l'arborescence et je vais retourner la racine. Voilà, donc je ne vais pas l'ajouter maintenant. Si la valeur existe déjà dans l'arborescence, je ne vais pas l'ajouter. D'accord? Maintenant, si la valeur n'est pas égale, else if, si la valeur de nouveau, par exemple, je souhaite ajouter le 1, sa valeur là est inférieure à la valeur de temp. Donc 1 est inférieur à 5. Comme on l'a dit tout à l'heure, on va chercher dans la partie gauche de l'arborescence. On va rechercher dans le sous-arbre gauche. Alors là aussi, on va faire un test. Si la valeur, si gauche, si on va dire le pointeur gauche de temp est égal à nul. Alors supposons qu'on est ici sur le 2. Alors est-ce que le gauche de 2 est égal à nul? Voilà, le fils gauche de 2, il est égal à nul. Alors s'il est égal à nul, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le 1 et je vais l'ajouter comme fils gauche de 2. Je reprends. Alors si le fils gauche est égal à nul, supposons que temp il est là maintenant. Alors si le fils gauche de 2 est égal à nul, voilà, il est égal à nul. Dans ce cas-là, je vais ajouter ce nouveau nœud comme fils gauche de temp. C'est-à-dire il va être le fils gauche de 2. Sinon, si le fils gauche de temp est différent de nul, par exemple si temp il est là, donc le fils gauche de temp il est égal à 3, donc il est différent de nul. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre la recherche ajout récu. Je vais appeler la même fonction avec les paramètres suivants. Donc je vais garder nouveau, je vais garder aussi la racine, mais je vais modifier la valeur de temp. C'est-à-dire au lieu de travailler avec temp, je vais travailler avec temp gauche. C'est-à-dire je vais reprendre le même traitement, mais temp va être sur le 3. Ok, donc je vais reprendre cette partie. Supposons que je souhaite ajouter la valeur 1 ou bien le nœud qui contient la valeur 1 dans cette arborescence. Je vais comparer cette valeur avec la valeur de la racine. Donc si elle est inférieure, donc je vais chercher est-ce que ce nœud-là il a un fils gauche. Alors s'il a un fils gauche, je vais reprendre la recherche avec le fils gauche. C'est-à-dire je vais entrer ici, je vais avoir temp ici et je vais reprendre le travail depuis le début. Si la racine est égale à nul, si la valeur elle est égale, donc si le 1 est égal à 3,
Non, elle n'est pas égale à 3. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir, est-ce que la valeur que je souhaite ajouter est inférieure à 3? Oui, elle est inférieure à 3. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir, est-ce que le 3 a un fils gauche? Voilà, donc son fils gauche est égal à 2, donc il est différent de nul. Donc je vais reprendre la recherche avec le fils gauche de 3, c'est-à-dire je vais venir ici, sur le 2. Voilà, je vais reprendre la recherche avec 2. Je vais venir ici. Est-ce que la racine est égale à nul? Non. Est-ce que la valeur de 2, est-ce qu'elle est égale à la valeur de tempe? Non. Est-ce que la valeur de 2, est-ce qu'elle est la valeur de 1, est-ce qu'elle est inférieure à 2? Oui. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir, est-ce qu'il a un fils gauche? Donc le fils gauche de 2 est égal à nul. Dans ce cas-là, je vais ajouter le 1 comme fils gauche de 2. D'accord? Maintenant, on va passer pour voir la partie droite. Si on souhaite ajouter une valeur dont la valeur est supérieure à la valeur de tempe. Donc voilà le else. Donc le else de celui-là, ça veut dire si la valeur de nouveau est supérieure strictement à la valeur de tempe. Voilà, ça c'est le else. Dans ce cas-là, je vais faire le même traitement. Par exemple, je souhaite ajouter le 10. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais comparer avec, je vais voir donc avec le 5. Donc le 10 est supérieur à 5. Je vais voir, est-ce que le 5, le fils droit de 5, est-ce qu'il est égal à nul? Donc le fils droit de 5, c'est 8. Ok, il est différent de nul. Donc je vais passer à else. Donc je vais reprendre le même traitement avec le fils droit de 5, c'est-à-dire le 8. Donc le 8 va être égal à tempe. Donc tempe va être égal à 8. Et là aussi, je vais reprendre le même traitement depuis le début. Est-ce que la racine est égale à nul? Est-ce que la valeur de 8 est égale à 10? Non. Est-ce que la valeur de 10, est-ce qu'elle est inférieure à 8? Non. Donc je vais venir ici. Je vais voir, est-ce que le 8, le fils droit de 8, est égal à nul? Donc le fils droit de 8 est égal à 9. Donc il est différent de nul. Donc je vais venir ici pour faire un appel récursif avec le fils droit. Donc temp va être égal à 9. Et là aussi, je vais reprendre le traitement. Est-ce que la racine est égale à nul? Est-ce que la valeur de 10, est-ce qu'elle est égale à 9? Non. Est-ce que la valeur de 10 est inférieure à 9? Non. Donc, et la valeur de 10, elle est supérieure à 9. Je vais voir, est-ce que le 9 a un fils droit? Donc là, il n'a pas de fils droit, donc il est égal à nul. Donc s'il est égal à nul, je vais ajouter le 10 comme fils droit de temp. Donc temp droit va être égal à nouveau. Donc là, j'ai ajouté le nœud 10 comme fils droit du nœud 9. Et finalement, bien sûr, je vais retourner la racine de l'arborescence. Voilà, donc pour cet exemple d'ajout d'un nouveau nœud dans un arbre, donc vous allez remarquer que à chaque fois je fais un appel récursif, donc si le fils gauche ou bien le fils droit du nœud en cours, il est différent de nul, je vais reprendre le traitement depuis le début, mais avec soit le fils gauche ou bien le fils droit. Voilà, jusqu'à ce que j'arrive à trouver la bonne position pour ajouter le nœud correspondant. Ok, donc je vais arrêter l'enregistrement maintenant et je vais vous enregistrer une deuxième vidéo euh, pour parler de la recherche d'une valeur dans un ABR ainsi que l'affichage des nœuds d'un ABR. Merci pour votre attention et à tout à l'heure.